Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Regard Sûr, un regard sur les thérapies brèves, vous l'avez compris, après ce documentaire intitulé Phobie, anxiété, stress, les promesses des nouvelles thérapies, un documentaire de Céline Bittner. Après ce documentaire, place à présent au débat avec nos invités que je vous présente tout de suite. Est avec nous en direct le docteur Éric Merlot. Docteur Merlot, vous êtes avec nous depuis l'Argentine ce soir. Il fait donc un peu plus clair qu'en Belgique à l'heure qu'il est. Vous êtes neuropsychiatre, hypnothérapeute et vous dirigez l'Institut de Nouvelle Hypnose à Bruxelles. Vous dirigez depuis près de 30 ans maintenant cet institut et vous êtes également formateur en hypnose et en auto-hypnose. On aura l'occasion d'en parler. Avec nous également le docteur Serge Gozlan. Bonsoir. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute spécialisé en TCC. Alors quand on parle de TCC, parce qu'on risque d'utiliser souvent ce mot ce soir, ce sont les thérapies cognitives et comportementales. Vous travaillez donc au CHU Bruckmann, puisque ce centre, c'est là qu'il est installé. Exactement. Isabelle Finkel est avec nous également, psychanalyste, directrice du CPCT, le centre psychanalytique de consultation et de traitement, à Bruxelles également. Et puis on accueille ce soir aussi un patient, quelqu'un qui peut nous parler de son expérience très concrète. Lorenzo Zanusso, bonsoir. Bonsoir. Vous avez testé l'hypnose, vous testez l'hypnose depuis un peu plus d'1 an maintenant. Exactement. Et vous allez nous expliquer ce soir les bénéfices que vous avez pu en tirer. Alors avant toute chose, peut-être avant d'entrer dans le débat très concrètement, on va préciser ce qu'on entend par thérapie brève et je vais peut-être vous poser la question à vous, docteur Merlot. Comment est-ce que vous définissez ce concept de thérapie brève? Ça veut dire combien de séances, combien de temps, à partir de quand une thérapie n'est plus considérée comme brève? Alors, la définition des thérapies brèves vient de Palo Alto et ils avaient effectivement proposé de ne jamais dépasser 10 séances. Alors maintenant, on est dans des adaptations, on s'adapte à chaque individu et à chaque pathologie. Donc la thérapie est brève parce qu'elle est axée sur le changement. On fait tout ce qu'on peut pour arriver à Rome, donc le chemin le plus court possible. Et donc, on essaie d'aider le patient à résoudre son problème ou à atteindre son objectif en un temps court. Et en termes de méthode, est-ce qu'il suffit qu'une thérapie soit courte pour être considérée comme brève? Est-ce que toutes les thérapies peuvent être brèves et toutes les approches peuvent être brèves? Oui, il y a même eu une approche du professeur Gilliaron qui faisait de la psychanalyse brève. Malheureusement, ça n'a pas eu beaucoup d'écho chez nous, mais toute thérapie peut se faire en un temps court si effectivement l'objectif est d'aider le patient à changer et pas juste l'observer souffrir. Alors, une question pour vous peut-être, docteur Gozlan, à présent. Est-ce que la thérapie brève, elle est indiquée dans certaines situations plus que d'autres? Est-ce qu'elle est indiquée pour certains patients plus que d'autres, pour certains types de phobies, de stress? Qu'est-ce qui fait qu'une thérapie brève va être adéquate pour un patient, pour quelqu'un qui a envie de se lancer dans un processus thérapeutique? Mais on va demander d'abord l'avis du patient, ce qu'il attend, quelle est sa demande, quels sont les objectifs, quels sont les moyens qu'on va mettre en place pour les atteindre. Et même si les thérapies cognitives et comportementales sont des thérapies à durée limitée, on ne peut pas savoir à l'avance combien de temps, combien de séances va prendre une thérapie. C'est difficile. Ça dépend depuis combien de temps le problème existe, ça dépend de la sévérité de ce problème. Donc il y a beaucoup de paramètres qui vont jouer et on ne doit pas mettre de pression ni sur nous-mêmes ni sur le patient non plus pour dire après tel nombre de séances, le résultat doit être là après 5 ou 15 ou 10 séances. Si on ne peut pas faire de promesses sur le résultat absolument, mais on peut faire des promesses sur l'engagement du thérapeute dans la thérapie à aider le patient à atteindre ses objectifs
dans les meilleurs délais et conditions possibles. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de problèmes de santé mentale, notamment des problèmes qui ont émergé avec la crise sanitaire et la nouvelle crise qu'on est en train de vivre avec la guerre en Ukraine, qui génère aussi son lot d'angoisse, ne va sans doute pas arranger la situation. Pour ceux qui nous écoutent et qui se disent « moi j'aimerais engager un travail thérapeutique, je ne me sens pas bien, j'ai du mal à vivre comme je vis aujourd'hui », qu'est-ce qui fait qu'on va se diriger vers une thérapie plutôt qu'une autre une thérapie, quand on parle de thérapie cognitive et comportementale, ça comprend quoi? Quand on parle d'hypnose, qu'est-ce qui fait qu'une thérapie sera plus adaptée qu'une autre? Mais d'abord, après avoir vu votre émission, déjà, vos téléspectateurs seront mieux informés. On a déjà une bonne indication, c'est vrai. Voilà. Et puis, ensuite, il faut s'informer, il faut se renseigner sur les thérapies, sur le thérapeute aussi, parce qu'on parle des thérapies, mais il y a le thérapeute, et puis il y a la rencontre avec le thérapeute. Et si on ne sait pas tout à fait vers qui aller, en tout cas, on peut prendre ces renseignements, parce qu'il arrive souvent que le premier entretien, voire les 2 premiers entretiens, soient nécessaires au thérapeute pour voir si son approche est la plus adaptée à la fois au patient et à la fois au problème qu'il évoque. Donc il y a ce travail qui est fait et il ne doit pas se sentir, c'est ce que je dis toujours aussi lors d'un premier rendez-vous, lorsque je peux orienter un patient vers tel ou tel thérapeute, un premier rendez-vous n'engage à rien. Donc il faut profiter de ce premier entretien pour demander au thérapeute clairement qui il est, quelles sont ses qualifications, surtout dans le domaine de la psychothérapie, il y a beaucoup de choses à dire, mais donc quelle est la formation, psychologue, psychiatre, psychothérapeute, quelle est sa formation, de comment il voit la thérapie aussi. Donc c'est aussi à l'individu de poser des questions à son thérapeute. Tout à fait. Alors, Lorenzo Zanusso, vous, comment est-ce que vous en êtes venu à choisir l'hypnose? Est-ce que vous avez testé d'autres choses auparavant qui vous ont convenu, pas convenu? Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez dit, tiens, je testerais bien ça, c'est peut-être adapté à ce que moi je recherche. Ça a été quoi le processus? Expliquez-nous. Le processus, ça a démarré d'abord par de la méditation. J'ai découvert la méditation, on m'en a parlé, on l'a présenté, on m'a invité à participer à des séances de méditation. Et là, j'ai découvert une notion qui est un petit peu l'élargissement du champ de la conscience, quoi. Comme quoi on peut, dans certaines conditions, avoir accès à des choses auxquelles on n'a pas accès habituellement. Partant de là, voilà, ça m'intéressait de pouvoir continuer le travail qui avait été commencé en méditation, de pouvoir le continuer d'une manière peut-être un peu plus proactive, un peu plus dynamique. Et l'hypnose m'a semblé un bon moyen d'y accéder. Et il y avait un problème identifié que vous vouliez régler, parce que dans le documentaire, on a beaucoup d'exemples. Oui. Voilà, moi, j'ai une angoisse, je ne sais pas rentrer dans un ascenseur. Moi, j'ai telle autre angoisse. Oui, non, c'était pas du tout de cet ordre-là. Je dirais que c'était plutôt de l'ordre de la gestion émotionnelle, on va dire ça comme ça. Disons que, voilà, parfois, par rapport à certains événements qu'on a pu vivre, etc., on est amené un peu à se couper de ses émotions. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me concernait plus particulièrement. Et c'était, pour moi, plus un moyen d'aller renouer, justement, avec l'entièreté des émotions qu'on peut ressentir en toutes circonstances. Et donc, voilà, après la méditation, ça me semblait une passerelle intéressante, je dirais, pour accéder à ça, quoi. Et très vite, vous avez participé à un groupe d'hypnose centré sur l'alimentation. Oui, donc en fait, on m'avait conseillé avant de commencer des séances en hypnose individuelle de tester un peu, de voir un peu si on était réactif, par exemple, ou comment on réagissait à tout ça, et de participer d'abord plutôt à des ateliers collectifs. Et aussi parce que, bon, tout simplement, il y avait un accès plus rapide. Et, d'attente, voilà. Ouais. Et donc, voilà, c'est un peu par hasard. L'atelier qui était disponible était un atelier consacré à l'alimentation et un régime plaisir en quelque sorte. Bon, comme j'étais un peu en surpoids, ça m'arrangeait bien aussi. Je dis, c'est parfait, joignons l'utile à l'agréable, ou en tout cas faisons d'une pierre deux coups. Et voilà, j'ai participé à cet atelier sur finalement la gestion de l'alimentation, le rapport à l'alimentation. Et très vite, vous avez eu des résultats. Mais oui, c'était assez surprenant, parce que bon, voilà, j'avais toujours été un peu en bagarre, je vais dire, avec ma balance depuis longtemps quand même, depuis pas mal d'années.
Et puis, là, il s'est avéré que, oui, à la fin de comment vais-je dire, de l'atelier, je me suis pesé pour voir Après quelques séances, donc combien de séances? Oui, il y avait trois ateliers successifs, donc et donc je me dis tiens, oui, je vais me peser. Et puis j'avais reçu justement une balance un peu gadget avec différentes petites applications qu'on peut suivre sur son smartphone au fur et à mesure et tout ça, mais c'était assez parlant en fait parce qu'il y avait de voir la courbe. Oui, c'est ça. C'était très visuel. Il y avait une courbe, il y avait des pourcentages de masse graisseuse, etc. C'était assez parlant. Et quelque part, on se prend un peu au jeu, quoi. Mais j'ai été étonné de voir quand même qu'il y avait une progression très régulière, presque mathématique. Et au total, 18 kilos. Oui, c'est ça, en 9-10 mois. Donc, voilà. Sans que vous n'ayez engagé un régime strict et non, dur, pas du tout. quelques Non, règles, évidemment, pour structurer l'alimentation, mais pas rien de massif, quoi. Je pense qu'à la base, dans les ateliers, il y avait une approche de la manière aussi d'aborder la nourriture, plus en conscience, vraiment en appréciant réellement ce qu'on mange, en étant attentif aux saveurs, au goût, etc. D'avoir modifié quand même un peu son rapport à la nourriture, à l'alimentation. Mais autrement, il n'y avait pas... Non, la seule injonction, je dirais, qui était reçue, c'était donc de prendre 3 repas par jour, sans restriction particulière, sans interdit, mais bien sûr de préférence avec des repas équilibrés, évidemment, tant qu'à faire. Bon. Mais donc la seule injonction qu'on avait, c'était de ne prendre aucune nourriture entre les repas. Et c'est vrai que, en le pratiquant, je me suis aperçu que c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à faire, grignoter un truc à un moment ou l'autre, ou bien même manger en préparant ses repas, avant le repas, etc. etc. Donc ça, je me suis quand même... j'ai veillé à respecter ça, je veux dire, attentivement. Mais c'est vrai qu'au début, ça demande quelques petits... Quelques adaptations, mais rien de majeur. On va essayer de comprendre avec Éric Merlot, quel est le processus, comment expliquer qu'en quelques mois et sans régime très strict, monsieur ait perdu 18 kilos grâce à l'hypnose. Quel est le processus? Comment scientifiquement on peut expliquer ce qui s'est mis là en marche? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous fonctionnons soit en auto-hypnose positive, soit en auto-hypnose négative quand on mange. Ceux qui fonctionnent en auto-hypnose négative quand ils mangent se coupent partiellement du plaisir de manger d'abord, et puis de la notion de ce qu'ils mangent. Et donc, se couper, ça veut dire on commence à manger, on perçoit le goût, là on est encore conscient, et petit à petit, il y a une sorte de répétition des gestes qui est souvent liée à un sentiment de culpabilité qui malheureusement nous coupe de notre corps et de nos sensations, qui fait qu'en fait, on ne perçoit plus le vrai plaisir de manger, et du coup, on ne perçoit pas quand la satiété survient. Et ça, c'est c'est une clé majeure du traitement, il y en a plusieurs, mais quand on a déjà compris ça, on découvre quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que si on se met en auto-hypnose positive, et d'ailleurs je demande à mes sujets, les participants des ateliers, de venir avec des aliments justement pour lesquels ils craquent, donc des aliments diabolisés, ceux qui font grossir, et je leur dis venez avec une grosse quantité de cet aliment, et je leur apprends à manger cela en auto-hypnose positive, c'est-à-dire d'abord il n'y a aucune restriction, ils peuvent venir avec la plus grosse proportion possible, et donc ils vont devoir faire durer le plaisir le plus longtemps possible, mais surtout l'intensifier sur la modalité des 5 sens en fait. D'abord on dévore des yeux son repas, puis on le respire. Vous savez que la plupart du plaisir de manger, il est dans le nez, il n'est pas dans la bouche en réalité. Donc c'est là qu'on ressent vraiment toutes les bonnes odeurs, les bons parfums. Je veux dire que les cours d'œnologie m'ont aidé à mettre au point cette méthode parce qu'on est capable de humer un vin et de prendre du plaisir rien qu'en le humant et puis même en le faisant voyager dans la bouche et puis en le crachant. Et on a eu le maximum de plaisir. Le fait d'avaler
n'apportent pas grand-chose en fait. Et c'est Sauf le chez même les personnes qui sont principe. plus angoissées et qui ont besoin de se remplir. Et là aussi, on va travailler cette notion des émotions qui poussent les gens à se remplir pour s'anesthésier en fait, pour s'étouffer des émotions. Ça, on travaille alors ensuite. Je vous interromps, c'est le même principe Oui. qu'il s'agisse de surveiller son alimentation, éventuellement de maigrir, que quand on veut arrêter de fumer, puisque c'est aussi une des raisons pour lesquelles on conseille l'hypnose souvent, quel que soit Oui, le trouble, la oui, phobie, le problème à la base, c'est le même principe de conscience qui est agité? Alors, il y a certains principes qui sont les mêmes dans les dépendances, par exemple la dépendance alimentaire, la dépendance aux drogues ou d'autres addictions, mais on va en fait observer, hein, c'est ça la vraie clé, c'est d'observer comment chacun d'entre nous produit une auto-hypnose négative sans le vouloir, mais que du coup il subit cette auto-hypnose négative alors qu'il pourrait faire la même chose en auto-hypnose positive et que tout fonctionne alors merveilleusement bien. Quand on prend du plaisir à manger, tout d'un coup on se rend compte qu'on n'a plus de plaisir, que ce plaisir a diminué tellement qu'on peut tout à fait s'arrêter sans aucune frustration. Et donc, on mange des quantités bien moindres quand on se focalise, quand on s'auto-hypnotise sur le plaisir de manger. Alors là, je résume très fort, hein, mais il faut le vivre pour le comprendre. Oui, vous l'avez ressenti comme ça, monsieur Zanousso, quand vous ressentez qu'aujourd'hui, vous ne mangez plus de la même manière? Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est un changement du rapport à la nourriture, quoi. Donc, à proprement parler, j'appelle même pas ça vraiment un régime, c'est plus un changement d'attitude, un changement de rapport à la manière de s'alimenter. Et comme c'est un sujet en plus qui m'intéresse, j'aime bien cuisiner, donc voilà, je veux dire, le plaisir commence à la préparation et puis peut se poursuivre après pendant le repas. Donc voilà, c'est plutôt un changement de rapport. Alors ici, on a évoqué l'hypnose. Monsieur Gosselin, si on parle plus généralement des thérapies, des TCC, pour faire court, est-ce que ce sont les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre? Comment est-ce que ça se différencie? Mais il y a beaucoup de points communs. En écoutant mon confrère Éric Merlot parler d'auto-hypnose négative, d'auto-hypnose positive par rapport à des sujets de comportement alimentaire, il y a beaucoup de points communs. C'est-à-dire qu'on va d'abord engager la personne à observer ce qu'il se passe en lui lorsqu'il se retrouve face à son assiette. À conscientiser, comme on dit vulgairement. Prendre conscience. Est-ce qu'il mange en regardant la télé ou une série sans faire attention à ce qu'il mange et effectivement il ne prend pas conscience du goût, de la saveur, etc. Quelle est la fonction du comportement? C'est ça ce qui nous intéresse comme comportementaliste. Notre but n'est pas absolument de changer le comportement des gens, c'est eux qui nous font la demande, mais on peut le changer si on trouve la fonction. Et il peut y avoir beaucoup de fonctions à la nourriture. Ça peut être un moyen efficace pour gérer les émotions, mais à ce moment-là, la nourriture n'a plus la fonction de nourrir, de calmer la satiété, de calmer l'appétit, ça calme des émotions. Ça peut calmer de la tristesse, de la colère, diverses, ou même de la joie, etc. Donc, c'est prendre conscience de ça, c'est prendre conscience de ce monologue intérieur. Qu'est-ce que je me dis? Ah, ça c'est interdit, ça je ne dois pas, il faut pas, je vais encore craquer, je ne réussirai pas. Je me rappelle d'une séance avec une patiente où je prenais moi un café, du chocolat, et quand je lui ai proposé du chocolat, elle m'a dit surtout pas, parce que si je prends un seul carré, je finis la tablette. J'ai dit mais ça c'est génial, donc on va faire un petit exercice ensemble. Et on a partagé ce morceau de chocolat. Et comme disait Eric, je lui ai dit, mais apprenez à le déguster. Au lieu de dire c'est interdit, je ne dois pas, c'est rechanger les perceptions. Non seulement les pensées, et puis les émotions finalement, et réapprivoiser. Alors ça peut paraître un détail, mais effectivement, ça peut donner des résultats très importants ici, comme le décrit monsieur, et où il ne s'agit pas de se priver de quelque chose, comme le font les régimes. Les régimes sont surtout très efficaces pour faire prendre du poids. Ils n'ont jamais aidé à perdre du poids. Mais il s'agit ici de trouver la fonction et de pouvoir la remplacer, de retrouver un rapport plus harmonieux, de retrouver cette notion de plaisir également. Isabelle Finkel, je ne vous ai pas encore donné la parole et c'est vrai que ce débat, il était avant tout consacré aux thérapies brèves, mais on l'a vu dans le documentaire, on oppose souvent finalement les thérapies brèves
à la psychanalyse, ou en tout cas à ce qui y est associé. C'est le cas dans le documentaire, hein, où on dit que c'est un autre travail avec un autre objectif. Est-ce que, puisqu'on a commencé sur l'alimentation, pourquoi pas continuer là-dessus, mais est-ce que quelqu'un qui a des vrais troubles alimentaires depuis longtemps, qui fait du yo-yo, il n'a pas sa place en psychanalyse, ou il peut y avoir tout autant sa place, mais il ne va pas y trouver la même chose? Comment est-ce que vous distinguez votre approche, vous, de psychanalyste, par rapport à un patient qui montre les mêmes symptômes? Alors, ça dépend, dans le fond, de ce que le patient vient demander. Donc, on a rarement des patients qui viennent avec un symptôme très précis. Voilà, un trouble alimentaire précis, une phobie des ascenseurs. Voilà, l'être humain, voilà, c'est un être de langage. Et donc, la plupart des gens qui s'adressent aux psychanalystes, dans le fond, ils ont d'abord envie de venir parler. Voilà, des embrouilles de l'amour, des difficultés dans la sexualité, d'extérioriser une souffrance. Oui, voilà, de s'y repérer, de saisir pourquoi, de s'y repérer, d'y apporter une modification, évidemment. Ils viennent pas, il y a personne qui va venir juste parler pour parler. Si on s'adresse à un psychanalyste ou un autre thérapeute, c'est parce que quand même on a envie que quelque chose change. Mais curieusement, en regardant le documentaire, je me disais, tiens, dans le fond, moi, j'ai jamais reçu ce genre de patient. Voilà, j'ai peut-être... Avec un trouble ultra précis, où on cherche une solution à une phobie. Voilà, peut-être quelque chose de plus large, qui relève plus du malaise contemporain, qui est quand même de plus en plus aigu. Voilà, vous parliez de la crise Covid, de la crise en Ukraine, le réchauffement climatique. Enfin, il y a quelque chose. Ça génère de l'anxiété, bien sûr. L'avenir est incertain pour tout le monde. Les chemins sont beaucoup moins tracés qu'il y a 50 ans ou qu'il y a un siècle. On peut l'amour, il y a 10 000 façons de le vivre. Voilà, ça pose plein de questions. Et donc, c'est pour ça que je pense que je ne suis pas certaine qu'on s'occupe tout à fait de la même chose, ou en tout cas des mêmes demandes. Je pensais à une des femmes qui intervient vers la fin, qui avait été éduquée par sa grand-mère, dont la maman dépressive n'avait pas pu s'occuper. Je pense que là, elle aurait pu venir tout à fait... Oui, la question du deuil. Chez vous, la question du avec deuil. des difficultés d'attachement. Et donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a des thérapies pour tout le monde et qu'il faut trouver ce dont on a besoin. Je voudrais juste, si vous permettez, avec Madame Finkel, revenir encore sur un point. Parce que quand on a vu ce documentaire, on a un peu cette impression, enfin, j'avoue que c'est l'impression que moi j'ai eue, c'est la psychanalyse, c'est un peu has-been. Ça dure longtemps, pour pas toujours des résultats. Alors certes, on se connaît mieux au bout du processus, mais c'est pas pour ça que ça change quoi que ce soit. Et aujourd'hui, les thérapies brèves, au moins, on a quelque chose avec une certaine efficacité. Les gens ne viennent pas ne s'adressent pas à un psychanalyste juste pour se connaître mieux, même si on peut avoir un certain intérêt pour ça et un certain plaisir à voilà, se demander qui on est, pourquoi je suis comme ça, etc. Mais c'est aussi pour aller mieux. Alors l'idée de la psychanalyse longue, je pense que tout le monde, c'est dans l'idée d'une psychanalyse qui se terminerait, si c'est possible. Je pense que tout le monde ne souhaite on a encore pas... l'image qu'une psychanalyse, ça dure 7 ans, c'est ça, non Voire plus. Oui, mais enfin, qu'il y a vivant. Alors, par exemple, pour les psychanalystes, oui. Parce qu'on est censé avoir quand même... entretenir, Voilà. Mais quelqu'un qui viendrait pour une difficulté particulière et puis qui aurait un soulagement. Moi, ça m'arrive, j'ai certaines patientes ou patients qui viennent un temps sur un point en particulier, voilà, commencent à s'y retrouver, s'en vont, reviennent éventuellement pour autre chose. Voilà, je pense à quelqu'un qui était venu pour des difficultés relationnelles avec sa fille, qui avait trouvé un certain apaisement, et puis qui est revenu un an plus tard pour petite difficulté dans la relation amoureuse. Mais voilà, ni moi ni elle n'avons dans l'idée qu'elle devrait s'allonger sur mon divan pendant 20 ans.
J'aimerais revenir vers le docteur Merlot, qui, je le rappelle, est avec nous depuis l'Argentine. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette opposition un petit peu caricaturale qu'on fait aujourd'hui entre les thérapies brèves et le travail psychanalytique? Est-ce que vous y voyez des thérapies qui sont complémentaires? Et comment est-ce que vous distinguez l'une formule de l'autre? Alors moi, je voudrais revenir justement sur ce que la psychanalyse du documentaire disait et qui me choque énormément. Elle disait « enlever le symptôme n'a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est apprendre à vivre avec et en souffrir le moins possible ». Je pense que ça ne passe plus à l'heure actuelle. Les gens ont envie d'aller mieux, ils ont envie de moins souffrir. Donc, moi, j'ai été passionné par la psychanalyse pendant mes études de psychiatrie, et puis j'étais tellement déçu par les résultats. D'ailleurs, l'INSERM les a encore connotés là en 2004. Donc, oui, j'ai été très déçu. Je pense que la plupart des patients qui font de très nombreuses années d'analyse, moi, je me souviens d'une patiente qui avait fait 20 ans de psychanalyse pour des crises d'angoisse, et ces crises d'angoisse étaient ce jour-là, elle souffrait au quotidien, et en une douzaine de séances d'hypnose, elle avait résolu ses problèmes d'angoisse. Donc je pense qu'il faut savoir effectivement pourquoi on s'adresse pour une psychanalyse. Moi, je pense effectivement que se connaître mieux pour un écrivain, pour un artiste, il y a des bonnes raisons aussi de faire une psychanalyse. En tant que psychiatre, ça peut être très intéressant de mieux se connaître soi-même avant de traiter des patients. Donc, je pense qu'il y a des indications. Par contre, traiter une souffrance et la laisser ainsi s'observer pendant tant d'années, je trouve dommage. Surtout que les psychanalystes disent que c'est la thérapie de choix. Les professeurs en France sont très durs avec ça. Hein. Vous savez qu'un étudiant en psychologie ne peut pas faire, dans la plupart des universités françaises, ne peut pas faire son mémoire sur autre chose que la psychanalyse. Donc, je pense que cette opposition, elle a eu raison d'être. Mais effectivement, il y a moyen de pratiquer la psychanalyse comme Gilles Guéron, de manière très, très ouverte, avec des objectifs. Voilà. On va faire réagir Madame Finkel, évidemment, qui ne doit on ne fait pas une psychanalyse juste pour mieux se connaître. On fait une psychanalyse aussi pour aller mieux. Voilà. Je pense comme n'importe quel autre. Ouais. Le problème, c'est que la psychanalyse donc s'intéresse au pourquoi, mais et fait donc une sorte d'archéologie du passé à partir de ce qui est vécu maintenant, alors que nous nous intéressons, comme disait Serge Gosselin, au comment aider les gens. La psychanalyse n'a pas de technique pour aider les gens à s'en sortir, elle ne propose pas d'outils. Mais sur cette question-là, Monsieur Gosselin, oui. Sur le fait qu'il n'y ait pas de technique, que ce soit moins efficace, que le résultat soit moins à la clé du travail thérapeutique quand il est psychanalytique classique, quel est votre avis là-dessus ? J'ai été choqué aussi par les propos de la psychanalyse qui dit « ça n'a pas de sens ». Ça n'a pas de sens d'enlever le symptôme. Mais je pense qu'il faut demander l'avis du patient. Est-ce que le patient est d'accord ou pas là-dessus? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'on lui enlève le symptôme, qu'on le laisse vivre avec? Je pense que nous, on est en train de débattre, c'est très bien, mais on peut poser aussi la question au patient, qu'est-ce qu'il veut? Oui, mais la question... S'il veut se débarrasser du symptôme, c'est son droit. La psychanalyste Elsa Godard, ce qu'elle dit aussi, c'est qu'on peut enlever le symptôme, mais si on ne cherche pas à comprendre et qu'on ne va pas plus loin, ça va se traduire autrement, où il va y avoir une rechute. C'est le fameux mythe qui n'a jamais été prouvé du déplacement du symptôme. Ouais. Mais c'est vrai que si on fait mal une thérapie, qu'elle soit TCC, psychanalytique, systémique ou de l'hypnose, on n'aura pas de bons résultats. Et je crois qu'on ne va pas non plus laisser forcément dire que cette dame représente la psychanalyse. Et je crois que depuis, la psychanalyse a évolué et il y a différentes formes de psychanalyse et que tout le monde ne travaille pas de la même façon. Et je crois que de plus en plus, ils tiennent compte des éléments de réalité. En plus d'être psychiatre et psychothérapeute, je suis également formateur à l'ULB dans la formation continue en psychothérapie, à Mons également, en TCC, mais je suis invité également en thérapie dans la formation systémique. Et on donne des séminaires à 3 voix. Donc je suis le TCC, il y a la psychanalyste et il y a le systémicien. Et les étudiants en psychiatre et psychologue
amène des situations cliniques, il les voit traitées par les 3 regards en même temps. Et donc, bien sûr, il voit les différences, mais ce qui est très intéressant, c'est que ce que chacun peut apporter dans des situations cliniques concrètes. Et depuis des années qu'on pratique ça. Moi, je suis toujours aussi passionné d'écouter l'avis de mes collègues, mais les étudiants aussi. Je crois que c'est quelque chose, une démarche plus constructive à ce moment-là. Mais ce qui est mis en question, d'esprit. Ce qui est mis en question par M. Merlot, ce qui est mis aussi en question dans le documentaire, c'est la notion d'efficacité. Hein. M. Merlot citait quelqu'un qui avait fait une psychanalyse pendant 20 ans et qui avait toujours ces crises d'angoisse. Il y a des par rapport à cette notion d'efficacité, il y a des effets thérapeutiques avec la psychanalyse. On ne fait pas une psychanalyse juste pour se connaître mieux et pour triturer son passé dans tous les sens. Les gens qui rencontrent le psychanalyste viennent avec des situations tout à fait actuelles, avec des difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui, dans la vie aujourd'hui. Et on s'occupe de ça. Et ces résultats, vous les voyez chez les patients que vous recevez? Oui, alors ça arrive que non, mais ça arrive que oui. Enfin, je pense comme avec n'importe quelle thérapie. Je reviens vers vous, Monsieur Zanusseau. Ouais. Est-ce que, par exemple, le travail thérapeutique, psychanalytique, vous trouveriez que ce serait intéressant pour prolonger ce que vous avez commencé parce que là, il y a des symptômes chez vous, en l'occurrence, prise de poids, etc., qui ont été réglés par l'hypnose. Mais est-ce que vous avez, vous, par exemple, envie de mieux comprendre ce qui vous a mené là, en entamant, par exemple, un travail psychanalytique? Mais ça, je l'ai fait il y a longtemps. Ouais. J'ai fait des études d'architecture d'intérieur, des études artistiques, en somme, et c'est vrai que c'était d'actualité, je vais dire. Et donc, à la fin de mes études, j'ai entamé une démarche telle que celle-là. En plus, je disais tout à l'heure en plaisantant que j'ai été marié 20 ans avec une psychologue, donc ça aide aussi quand même. Ouais. Et voilà, donc c'est vrai. Bon, mais là, je n'étais pas non plus dans une situation de crise aiguë. C'était plus une curiosité intellectuelle, littéraire ou quelque chose comme ça. Mais je ne l'ai pas fait à l'époque. J'ai été ravi de le faire. Je l'ai fait effectivement pendant 2-3 ans. Mais c'était plus... et c'est vrai que certainement... Et l'apport que vous en avez retiré à ce moment-là, c'était quoi? J'étais plus effectivement là dans une forme d'ouverture, de décloisonnement. C'était plus dans une perspective artistique ou de cet ordre-là. Mais j'étais pas dans une situation de crise aussi qui nécessitait d'arrêter des angoisses ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc je l'ai fait, mais il y a longtemps. Monsieur Merlot, c'est vrai que c'est sans doute, on ne peut pas opposer psychanalyse, thérapie brève. On a bien compris qu'il y avait des traitements qui étaient plus adaptés pour certaines personnes en fonction de leurs objectifs, etc. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que dans un traitement bref, comme avec l'hypnose par exemple, on s'intéresse aussi à l'origine du symptôme et on peut entamer un travail sur le plus long terme, ou est-ce qu'on est juste sur le symptôme? Ah non, pas du tout. Donc en fait, notre éthique en tant que médecin et psychiatre, depuis le début, c'est de respecter la demande du patient. Donc le patient vient, il exprime sa demande. Si sa demande elle est de traiter uniquement son symptôme et puis ses limites dans sa liberté de vivre, eh bien, on va l'aider à trouver effectivement le chemin le plus court pour y arriver. Si sa demande, c'est « Ah non, j'aimerais d'abord comprendre ce qui m'arrive », alors on a un outil exceptionnel qui est l'hypnose, que Freud a d'ailleurs utilisé pendant 9 années avant de commencer à parler de psychanalyse. C'est une technique extraordinaire pour sonder l'inconscient, pour découvrir des conflits intérieurs, des traumatismes. D'ailleurs, très souvent, quand quelqu'un vient avec des symptômes qu'on peut attribuer à un état de stress post-traumatique, mais que le patient nous dit « mais non, j'ai jamais eu de traumatisme », c'est vrai que l'hypnose peut être un moyen d'explorer, de trouver le traumatisme qui a été réprimé par la conscience, dans l'inconscient. Et si vous deviez résumer les choses, docteur Merlot, quelles sont les indications en fait, pour lesquelles l'hypnose va le mieux répondre ? Alors, à part l'exploration de l'inconscient, toutes les problématiques de perte de contrôle. En réalité, c'est d'ailleurs assez drôle parce que les gens ont peur de l'hypnose, parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle. Mais en fait, ils viennent nous voir parce qu'ils ont perdu le contrôle, par exemple, de leurs émotions.
On voyait une patiente dans le documentaire qui avait perdu le contrôle de sa pensée, qui a des troubles obsessionnels compulsifs en pensant à l'esprit malin, etc., l'esprit frappeur, etc. Donc on peut perdre le contrôle de sa pensée, que ce soit sur un deuil, on a perdu un enfant ou un conjoint et on en souffre pendant des années. On peut perdre la conscience de ses émotions, la tristesse par exemple, et rentrer dans des états dépressifs ou dans des états anxieux ou dans des états colériques. On peut perdre le contrôle aussi des fonctionnements corporels. En fait, l'hypnose est un outil extraordinaire pour traiter les problèmes psychosomatiques comme les allergies, les migraines. Moi, j'ai été guéri d'ailleurs de migraines à l'hôpital universitaire de Genève quand j'étais étudiant en médecine. Et c'est ça qui m'a convaincu de faire de l'hypnose. Je souffrais de ça depuis que j'étais bébé. Enfin, pas bébé peut-être, mais en tout cas petit garçon. Et j'ai pu revenir, j'ai pu diminuer mes médicaments. Et en 6 mois, je ne prenais plus aucun médicament alors que j'en prenais depuis mon enfance. Donc on peut résoudre tellement de problématiques avec l'hypnose, et notamment dans les choses dont on perd le contrôle. Et on retrouve le contrôle avec des techniques de visualisation mentale, avec des techniques à volonté. Et à un moment donné, elle est très limitée. Et il faut essayer de se dominer, que ce soit pour Je vais vous interrompre. que ce soit des émotions, son stress. À un moment donné, la volonté a ses limites, oui. Je vais vous interrompre parce que la connexion n'est plus si bonne là pour le moment. Monsieur Merlot disait, il y en a beaucoup qui ont peur de l'hypnose parce qu'ils ont peur de se faire manipuler. C'est une peur que vous avez, monsieur Zanousseau, de se dire, je vais rentrer, quelqu'un va prendre le contrôle sur moi et moi, je serai soumis à sa bonne volonté. Mais disons que j'ai fait attention, enfin, je me suis documenté avant d'y aller, parce que bon, voilà, je supposais qu'effectivement, il y avait différentes manières de l'aborder et de le pratiquer. Et donc voilà, j'aimais quand même avoir certaines garanties. Donc effectivement, je me suis un peu documenté, j'ai pris des renseignements, des références, et puis bon, voilà, il y avait, là, en l'occurrence, me semblait-il, une assise scientifique aussi, quand même, etc. Et donc voilà. Mais effectivement, au départ, c'est une crainte qui pouvait exister, mais qui s'est rapidement dissipée. Oui, tout à fait. Et c'est vrai, et c'est mentionné dans le débat, hein, Monsieur Gozan, il y a aujourd'hui beaucoup de propositions de thérapie brève, en tout genre. Il y a du coaching. Alors là non plus, on ne va pas faire une différence entre thérapie, coaching. Il y a des très bons coachings, il y en a des très mauvais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de charlatans sur le marché et qu'il faut être attentif? Est-ce que vous inviteriez les patients qui sont à la recherche de la thérapie la plus adaptée à être quand même vigilants? De les inciter à la prudence, effectivement. Dans le documentaire, il y avait un spécimen en fin de documentaire qui était assez drôle quand même. Je ne sais pas combien il vendait sa petite équerre, baguette comme ça, mais bref. Ce qui est important, c'est la thérapie, en tout cas en TCC, la thérapie a des bases scientifiques et toute science a une évaluation. Et je pense que c'est important pour un patient de s'informer, de lire, de regarder sur net, sur l'approche thérapeutique, et puis sur la personne à qui il va se confier quand même. Et ensuite, après quelques séances, pas de vouloir déjà des résultats, mais de voir s'il en retire déjà quelque chose. Si ça l'aide à mieux comprendre les choses, à avoir un autre regard sur lui-même, sur le monde, comment il traite les informations, comment il perçoit ses émotions, parce qu'on parle de thérapie cognitive et comportementale. Les cognitions, c'est tout ce qui est rapport avec les théories, le traitement, l'information. Le comportement, c'est l'apprentissage, mais il y a aussi la partie émotionnelle qui est fondamentale. Donc, c'est de voir quand même après quelques séances, est-ce qu'il en retire quelque chose? Et comment il se sent dans la relation thérapeutique. Donc, il y a les courants thérapeutiques dont on parle ici, mais il y a aussi la relation thérapeutique. Et il n'y aura pas de bonne thérapie sans une relation thérapeutique satisfaisante. Donc il faut avoir la plus grande prudence, effectivement, en se documentant, en s'informant auprès de bases sérieuses. Et si on a des doutes après quelques séances, ne pas hésiter à poser des questions au thérapeute, ne pas hésiter à poser des questions à d'autres personnes, à son médecin, à un autre psychologue, prendre un deuxième avis et se dire,
est-ce bien normal que, ou qu'est-ce que vous en pensez? J'ai été choqué aussi dans le documentaire lorsque cette dame témoigne et dit, c'est pas à vous de décider, l'a pris par les épaules en disant, vous restez là. Là, c'était vraiment une relation comme ça de domination qui n'a rien à voir avec la thérapie. Donc la relation thérapeutique se fait dans un climat de confiance, d'empathie, sont les éléments essentiels, et quel que soit le modèle thérapeutique. Maintenant, c'est vrai qu'on est vigilant à avoir une évaluation de la thérapie, pas seulement à la fin, mais se dire après quelques séances, c'est aussi à nous de le demander. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a déjà des changements, des perceptions, etc. Et je voulais juste dire aussi que ce n'est pas grâce à la méthode thérapeutique, c'est grâce au patient s'il fait des progrès, s'il y a des changements. Alors on dit grâce à telle approche thérapeutique, il a fait... C'est le patient qui a fait la démarche. Monsieur, il a réussi à perdre du poids grâce à lui. Et ce qu'on fait en TCC, c'est de rendre le patient acteur dans la thérapie, actif dans la thérapie. Non seulement il travaille dans la séance, mais on l'amène à travailler entre les séances aussi. Donc à expérimenter par lui-même des situations. Et nous n'hésitons pas parfois à l'accompagner sur place. Donc vous disiez par exemple, si un patient est victime d'un stress post-traumatique suite à une agression à la poste, etc. Alors c'est vrai que la réalité virtuelle permettrait de se remettre dans le bain, mais le comportementaliste n'hésite pas à sortir de son cabinet et à aller avec lui au bureau de poste, l'accompagner, gérer ses émotions, ses pensées, son comportement. Ses phobies, oui. Ouais. Est-ce que le travail psychanalytique, Madame Finkel, il a beaucoup évolué dans le temps? Parce que c'est vrai que je pense qu'on a pas mal de clichés sur ce qu'est la psychanalyse. On a parlé de la durée tout à l'heure, qui n'est pas forcément très longue. Ce qui revient souvent aussi, quand on parle de thérapie brève et de psychanalyse, c'est en psychanalyse, en gros, le thérapeute, il parle pas, il t'écoute. Alors que la thérapie brève, souvent, le thérapeute a l'air un peu plus actif. Alors, est-ce que ça, c'est une image totalement éculée? Est-ce que c'est propre à certains psychanalystes qui adoptent cette technique-là peut-être encore? Ou est-ce que en psychanalyse, comme dans d'autres thérapies, le thérapeute peut être très actif? Tout à fait. Alors ça va dépendre d'une séance à une autre, d'un moment à un autre dans la séance, peut-être d'un style du psychanalyste. Je pense qu'on n'est pas tous pareils. Voilà, mais et la psychanalyse vit dans le monde, vit avec son temps. Et donc on n'entre pas en psychanalyse aujourd'hui comme on le faisait il y a 30 ou 50 ans. J'étais pas là, je ne sais pas. Non, mais enfin, vous avez une petite idée, c'est quelque chose que vous avez étudié. Est-ce que ça a beaucoup changé la psychanalyse en fait depuis Freud? À partir de, oui, le monde a changé. Alors les problématiques, les questions pour lesquelles les personnes s'adressent à la psychanalyse, c'est toujours les mêmes. C'est la famille, c'est l'amour, c'est la relation à l'autre. Le monde a changé, donc... Est-ce que l'approche thérapeutique a changé? Parce que c'est vrai que... Enfin, je pense que ça, c'est plus qu'un cliché. C'est une réalité que beaucoup... le divan, c'était quand même beaucoup... ça existe encore. Le patient qui parle, etc. Ça existe encore, mais je pense que vraiment... Ça va être très variable en fonction du patient et en fonction du psychanalyste. Ouais. Moi, je vais être plus silencieuse avec certains qu'avec d'autres. Ouais. Il y en a qu'il faut aller chercher, d'autres qui extériorisent tout seuls. Oui, ou certains moments, il y a certains moments où il n'y a pas à intervenir, il n'y a pas à interrompre ce qu'un patient amène, et d'autres moments où il faut un peu aller poser des questions ou donner quelque chose au patient justement, qui ne soit pas tout seul avec son bazar. Ouais. La même question pour vous, Dr Gozlan. Est-ce qu'au niveau des thérapies brèves et de vos approches, qu'on dit comportementales et cognitives, les choses ont beaucoup évolué dans le temps? Est-ce que par rapport au moment où on a découvert ces techniques et qu'on a commencé à les appliquer, les choses ont beaucoup évolué depuis? Mais elles n'arrêtent pas d'évoluer depuis le début. Donc on est parti de l'approche scientifique avec Pavlov, avec Skinner, avec le behaviorisme de Watson, et puis avec l'apport de la... Donc on est dans le behaviorisme, dans le comportementalisme, oui. Et puis dans les années 60, 70, il y a un psychiatre,
psychanalystes qui s'appellent Aaron Beck, puis il y a Albert Ellis qui est psychologue, psychanalyste, et qui s'intéressent aux thérapies comportementales, et qui sont un petit peu déçus du manque de résultats à la psychanalyse, et qui rajoutent à l'aspect purement comportementaliste l'aspect cognitif, donc traitement de l'information, et qui rajoute les émotions. Et maintenant, les recherches continues s'enrichissent de l'apport considérable des neurosciences pour valider aussi si une méthode peut être efficace ou pas, y compris par l'imagerie fonctionnelle cérébrale. Donc il y a tout un tas d'évolutions. La recherche scientifique, psychologique en TCC, il y a aussi toute une partie de la psychologie qui est la psychologie expérimentale, donc qui est à la recherche de validation, qui nourrit la sport scientifique, qui n'empêche pas la relation humaine. Je vais terminer avec vous, Monsieur Merlot, avec la même question. Est-ce que pour l'hypnose, on a découvert beaucoup de choses, ou est-ce qu'on savait déjà tout il y a 50 ans? Vous disiez que Freud faisait de l'hypnose. Vous-même, vous en avez fait pendant vos études. Nous expliquez-vous. Est-ce qu'aujourd'hui, l'approche est la même que pour cela, ou pas du tout? On a vraiment évolué? Oui, on évolue. Donc, en fait, le grand tournant a été produit par ce génie qui était Milton Erickson, mais qui, malheureusement, vous avez entendu dans l'émission, donne des écoles pour le moins douteuses qui forment n'importe qui à l'hypnose, qui est effectivement très dangereux. Et apparemment, le formateur, c'était aussi quelqu'un qui n'était pas du tout dans le domaine de la santé, ni mentale, ni physique. Donc ça, ce sont vraiment des écoles à éviter. Disons qu'après Erickson, il y a effectivement eu un renouveau de l'hypnose qui essayait que ce soit plutôt le thérapeute qui aide le patient à trouver ses capacités d'auto-guérison, plutôt que ce soit le thérapeute qui guérisse. Donc Milton Erickson avait établi toute une série de techniques assez manipulatoires, et on a essayé de se libérer, disons, de l'aspect manipulatoire pour arriver à ce qu'on a appelé la nouvelle hypnose, qui justement s'est coquiner avec les théories cognitivo-comportementales pour arriver à une hypnose beaucoup plus collaborative, où le patient sortait avec des outils, et grâce à l'auto-hypnose aussi, où il gagnait son indépendance grâce à l'auto-hypnose, il pouvait aussi résoudre ses propres problèmes. Et puis, moi, je développe l'hypnose phénoménologique, qui est basée sur justement le fait que les gens ne se rendent pas compte qu'ils font de l'auto-hypnose négative sans le savoir, que ce soit les phobiques, les boulimiques, les angoissés, ceux qui s'empêchent de dormir. En fait, la plupart des êtres humains utilisent des outils auto-hypnotiques dont ils perdent le contrôle. C'est pour ça que les ateliers d'auto-hypnose leur réapprennent à retrouver le contrôle d'une auto-hypnose qu'ils peuvent transformer en positive plutôt qu'en négative. Et donc ça, c'est effectivement assez novateur, disons. Ça veut dire qu'effectivement, le patient découvre qu'il peut très bien changer de versant. Tout dépend aussi de la fonction, comme disait Serge. On travaille aussi sur la fonction, évidemment, du problème et du symptôme. Pour ceux qui ont vu Mesmer à la télévision ou en spectacle, c'est pas tout à fait à ça que ça ressemble dans le cabinet. Et M. Zanousso peut sans doute le confirmer. C'est pas Mesmer. Derrière le mot hypnose, on met évidemment pas mal de choses aussi. Donc il faut toujours être vigilant. Merci en tout cas d'être venus tous les trois et tous les quatre à distance nous donner des clés pour comprendre en quoi consiste l'offre thérapeutique aujourd'hui. Elle est large. Chacune de ces approches a ses spécificités et rencontre des patients qui ont différents besoins. Et donc, c'est vrai qu'il est sans doute inutile d'opposer les thérapies brèves à la psychanalyse, par exemple. Je voulais juste rajouter justement que plutôt qu'opposer, il y a tout un mouvement qui va vers les thérapies intégratives et qui s'intéresse à ce qui peut être utile, efficace dans chaque apport thérapeutique. Et ça, c'est une piste vraiment d'avenir, enrichie par la recherche. Tout à fait. Et de voir les points communs que ça peut donner au bénéfice de ceux qui en ont besoin. Merci beaucoup à tous les quatre et merci à vous qui nous suivez dans Regard Sûr. J'espère que vous y voyez plus clair sur l'offre thérapeutique et que vous avez de nouvelles clés de compréhension. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Regard Sûr.